Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Bon, alors, on laisse toujours 10 petites minutes de courtoisie, bien entendu, hein, aux retardataires. Mais on va commencer quand même parce que vous en doutez, on a plein de choses à se dire ce soir. N'est-ce pas? Alors, merci encore une fois d'être ici ce soir. Donc, nous sommes réunis pour assister à la rencontre que nous avons organisée à l'occasion de la carte blanche que nous avons confiée à Jean-François Fourtou, ici présent, dans le cadre de l'exposition Les Mondes Imaginaires. Alors, est-ce que vous avez tous vu l'exposition Les Mondes Imaginaires? Tous? Est-ce que certains n'ont pas vu l'exposition Les Mondes Imaginaires? Ah, il en faut toujours un ou une. Eh bien, écoutez, j'espère que vous pourrez aller voir cette exposition qui a lieu jusqu'à dimanche, donc dimanche 15 décembre, et que vous ferez partie des plus de 50 000 visiteurs qui ont déjà visité cette exposition. Alors, on est vraiment ravis que vous ayez été aussi nombreux à voyager avec nous dans ces mondes imaginaires et à découvrir ce travail de Jean-François. D'habitude, vous êtes 30 000, on est déjà super contents. Et alors là, 50 000, vous nous avez vraiment surpris. Donc, on est assez émus de ces dernières journées d'exposition et en particulier donc, de cet événement qui vient clôturer en beauté toute cette histoire avec vous. Alors donc du coup ce soir, donc on a la chance et je tiens à le remercier, le Centre Kensar Obiwa qui nous accueille encore une fois ce soir, donc cette salle plutôt confortable pour qu'on assiste à cet événement ensemble. Donc pour la rencontre, on demande toujours à notre artiste ce qu'il souhaite faire pour cette rencontre. Et alors Jean-François, il a voulu être accompagné pour vous parler de son travail. Et donc du coup cette soirée va se passer en 4 temps. Dans un premier temps, donc je vais vous parler rapidement de la carte blanche qui se trouve à l'espace Monte Cristo. Ensuite, il va y avoir une discussion entre Jean-François et Isabelle Bouffard, ici présente, alors qui est une amie collectionneuse et autrice dans sa monographie. Par la suite, pour finir, nous aurons Christophe Langlitz qui viendra nous parler un petit peu d'un regard qu'il a, puisqu'il est son agent de Jean-François, sur tout son travail. Il y aura une dernière partie, c'est la vôtre. Il y aura des questions et des réponses, bien sûr, donc si vous en avez à poser. On va pouvoir commencer et je vais tout de suite vous parler de la carte blanche. Alors, donc cette carte blanche, pour la majorité d'entre vous qui ont pu voir les mondes imaginaires, elle a commencé véritablement avec cette volonté de montrer un nouveau visage de la collection. On voulait vous montrer cette année un visage autour de l'émerveillement, de cette volonté en fait. Il y avait les fondateurs Daniel Marcovici et Tristan Fourtine quand ils ont créé la fondation et quand ils ont commencé à nourrir cette collection, donc depuis 2011, ils avaient vraiment cette volonté de trouver des œuvres pour vous et pour vous émerveiller. Et donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de vous présenter pendant toute cette année. Et il fallait choisir un artiste. Parmi tous ceux qui étaient dans la collection déjà, qui auraient pu vraiment symboliser cet émerveillement. Et c'était trop difficile parce que ça aurait été clairement comme choisir parmi l'un des enfants de cette collection. Et c'est tout à fait impossible. Et donc, du coup, nous avons décidé de choisir parmi les artistes qui n'étaient pas dans la collection, pas encore, mais que nous avions envie de voir dans la collection et qui entraient un petit peu dans cette famille de la collection Fondation Villa d'Atrice. Et alors, comment tout ça a commencé? Eh bien, ça a commencé avec un voyage quand même à Marrakech, à Ramakech même. Vous en saurez plus sur ce bel endroit qu'est Ramakech. Mais Jules Fourtine et moi-même, donc les deux co-commissaires de cette exposition et de toutes les expositions depuis 2018, puis l'ouverture au public de l'espace Monte Cristo, nous avons pu découvrir cet incroyable monde que tu as créé à Marrakech et c'était vraiment autour de l'émerveillement. C'était assez magnifique. On est retourné en enfance, lui comme moi, en visitant ce lieu. On a été vraiment émerveillés. Ils en parleront plus tard, hein, Jean-François et Isabelle notamment, la maison du géant ou même la maison à l'envers qui est tombée du ciel. On est vraiment saisis par toutes ces installations et il essaie vraiment de nous emporter dans ce monde et on revit cet émerveillement. Et alors on s'est dit,
waouh, ça c'est un artiste qui viendra bien conclure tout ce voyage que donc on traverse pendant cette exposition des mondes imaginaires, la forêt, la ville, puis l'espace. On va vraiment terminer par cette belle carte blanche. Alors on ne savait pas ce qu'il allait nous proposer, parce que c'est une carte blanche, n'est-ce pas? On s'est dit, bon, avec un peu de chance, il va nous faire une serre aux papillons. Alors, Jules, qui est ici présent, il adore les insectes, il est fan d'insectes. Alors, il avait une petite préférence pour les papillons. Ou peut-être une guêpe, peut-être des abeilles. Alors, peut-être on aurait quelques fourmis. Et il nous a dit, non, c'est pas ça que je proposais. On s'est dit, bon, d'accord. Alors, est-ce que ça va être une maison à l'envers, une grande maison, une petite maison Non, c'est pas là-dessus que je vais partir non plus. Ok. Bon, alors, peut-être les Nanitos, ces incroyables personnages à tête de légumes qui font leur propre potager, qu'on a pu voir à Marrakech. Non, non plus. Alors, c'est bon, qu'est-ce qu'il va nous proposer? En fait, on ne sait pas du tout ce qu'il va nous faire. Et il nous a dit non, en fait, qu'il voulait vraiment travailler sur des œuvres qu'il avait commencé déjà à travailler à Fontainebleau, mais il voulait vraiment produire des œuvres inédites pour le public de l'espace Monte Cristo. Et alors là, comme vous en doutez, on adore vous faire des surprises, vous le savez. On adore ça avec Jules chaque année. On se dit, oh, qu'est-ce qu'on va leur préparer? Alors, on s'est vraiment dit, oh là là, ça c'est une belle aventure sur laquelle partir. Alors, il nous a dit, non, mais ça va être des personnages hybrides, des hybridus. Vous verrez, très très sympa, à tête de plante. Et on s'est dit, bon, bah, on part avec lui. On a vu quelques croquis ou des œuvres, un petit peu l'idée, l'identité, et on était saisis. Mais de toute façon, on était saisis par le message, encore une fois, d'émerveillement qu'il voulait proposer. Par contre, avec Jean-François, si vous avez pu voir votre travail, et vous voyez que donc, Signore Luca di Formosa est parmi nous. C'est une demande express de Jean-François. Hein. Nous, on n'est pas assez fous pour déplacer des œuvres pour une conférence. Il n'y a que Jean-François, mais il y tenait. Donc Signor Luca est parmi nous. Vous pouvez voir qu'en fait, il y a une attention aux détails qui est quand même folle. Quand il parle de ces personnages, il raconte leur histoire, leur identité. Et donc, vous pourrez voir qu'ils sont tous dans des camailleux de brun, de vert, que les boutons de manchette, les souliers vernis, tout nous emmène vraiment dans un imaginaire. Nous, il fallait être à la hauteur derrière, parce que nous, on s'occupe de la scénographie, tout ça, on avait un peu la pression. Donc, il nous a dit, non, mais moi, j'ai envie que ça se passe à la belle époque, parce que, vous en parlerez avec Isabelle, hein, Jean-François, c'était l'époque, la jeunesse de mon grand-père, ça évoque tout un imaginaire pour moi. On se dit, bah, très bien, à belle époque, allons-y. Alors, je voudrais une teinte un peu sépia sur les murs. Alors, on s'est dit, bon, allez, c'est parti. Alors, on lui a fait choisir des teintes. Ensuite, il voulait un effet carreau de ciment au sol. Bon, on est quand même parti plutôt sur du lino que du carreau de ciment, mais toute l'équipe a pu trouver ce qu'il fallait. Et alors, on allait peut-être aller un peu trop loin avec Jules parce qu'on s'est questionné sur cet effet de peinture, bien sûr, sur ce sol, pour vraiment donner un décor à la scène qu'il avait créée, parce qu'il voyait vraiment une scène. Il voyait vraiment un personnage, une famille qui se faisait photographier, des gens vraiment en mouvement, comme un temps arrêté, figé, d'une histoire qui était en train de se dérouler. Et parmi eux, des gens en mouvement, le public, les visiteurs. Et donc, on lui a dit, est-ce que tu es sûr que ça va vraiment ressembler à une serre botanique Il a dit, mais attendez. Vous voyez ce grand mur-là, le mur du toit mansardé. Là. Vous le voyez 64 mètres carrés de surface, vous voyez. On va mettre un grand miroir. Et alors, on s'est dit, oh là là, on n'aurait peut-être pas dû poser la question. Bien entendu, on a réalisé cette partie-là. On a une super équipe de régie qui travaille avec nous depuis longtemps et qui aime travailler donc, ensemble. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure folle jusqu'au bout. On essayait vraiment de toucher au plus près de cette vision qu'il avait parce qu'on sentait que c'était vraiment par ce biais que s'exprime la générosité de cet artiste, de se dire, il veut vraiment vous amener loin. Alors, c'est drôle parce que je disais qu'il travaille vraiment sur une idée hyper réaliste et il a envie de vous emmener dans une impression et on a eu des réactions assez intéressantes de la part des visiteurs. Beaucoup nous demandent si les plantes sont de vraies plantes et si c'est pas trop compliqué de les arroser tous les matins, les pauvres plantes. Alors non, il s'avère que ce sont des plantes artificielles. Heureusement, merci Jean-François parce que ça aurait été vraiment compliqué sans ça, même si je sais que c'est quelque chose que tu aimerais faire à terme. Mais il y a eu cette idée donc, de voir si les plantes étaient vraies ou pas. Jusqu'à nos régisseurs qui, quand ils ont reçu 20 énormes caisses arrivées de Marrakech, ils ont ouvert la première caisse, ils ont vu que c'était des plantes, ils ont dit oh, on a vu que c'était des plantes, on a voulu ouvrir toutes les caisses parce qu'on ne veut pas qu'elles meurent. Du transport, déjà, ça a dû être assez long. Donc même les régisseurs se sont cassés le nez dessus.
Et donc, c'était très beau voir la première personne qui découvrait cette œuvre déjà se casser le nez dessus et pouvait se dire « Oh là là !» Il a été emporté déjà dans cet hyper-réalisme de Jean-François. On a eu aussi cet effet assez saisissant. Les gens... l'univers était tellement différent d'une salle à l'autre qu'on a beaucoup de visiteurs qui avaient l'impression de franchir une paroi. Alors, c'était peut-être votre cas, hein, je parle de vous. C'est pas pour me moquer, nous on connaît les ficelles, bien entendu, mais beaucoup de gens passaient la porte en mettant les mains devant, en se disant il y a comme une brume, il y a comme un effet. Et on m'a déjà dit d'ailleurs, c'est peut-être les plantes qui font ça. Avec cette humidité. Non, toujours pas. Ce sont toujours des plantes artificielles. Mais donc, du coup, c'est vrai de vous voir tous vivre au sein de cette exposition. Ça a été très, très émouvant. Avec Jules, on était très attendris. Et toute l'équipe de toutes les personnes qui travaillent à l'Espace Monte Cristo, on était très attendris de voir venir des gens dessiner. Beaucoup, beaucoup. Les voir se faire prendre en photo et se mettre derrière la famille qui se trouve là. Derrière la famille et se faire prendre en photo comme parmi ces hybridus. Tu nous as dit que cette famille des hybridus était un petit peu comme ta famille pas forcément tout à fait traditionnelle, qui évolue dans une serre botanique, donc dans cette atmosphère bienveillante de la belle époque. Et pour nous, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir l'accueillir au sein de notre espace, de l'espace Monte Cristo, qui entretient vraiment ce lien familial, que ce soit bien sûr dans sa fondation même, hein, puisque Daniel et Tristan qui ont créé cette fondation, et donc Jules qui travaille avec moi, qui participe bien sûr, hein, Daniel toujours c'est pour tous ces projets, qui fait partie prenante de tous ces projets, et puis Jules qui poursuit à l'Espace Monte Cristo, et on réalisait ensemble ces expositions. Donc avoir une famille dans cette famille, c'était très attendrissant. Et puis avec vous, nos visiteurs toujours plus nombreux, 50 000 quand même, on s'en remet pas. On était contents vraiment de vous montrer tout ça. Et donc c'était un plaisir, et ça l'est toujours, encore quelques jours pour venir la voir. Et donc, je tenais encore une fois à te remercier, Jean-François, pour ce travail et puis cet émerveillement vraiment que tu as offert à nos visiteurs. C'est un vrai plaisir. Je vais vous laisser la parole quand même. Vous puissiez aborder donc un petit peu tout ton travail. D'accord. Bon, je prends la parole alors. D'abord, merci Pauline. Merci à toute l'équipe de Monte Cristo parce que vous avez vraiment été exceptionnel. Tu as raconté un petit peu tout le processus et vous étiez vraiment à l'écoute de tout ça. Donc, je ne vais pas vous nommer chacun, mais vraiment merci à chacun. C'était vraiment une très belle année passée avec vous. Et merci à vous tous d'être venus aussi parce qu'il fait froid. Vous avez traversé Paris, donc je suis très sensible à votre venue et très intimidé aussi. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas être tout seul et que j'ai demandé à mes amis, à ce personnage de m'accompagner, parce que généralement, quand je dois parler sur scène comme ça, je demande à mes enfants d'être avec moi, mais ils sont pas là en ce moment. Donc voilà. Donc merci à vous tous, et merci Isabelle de m'accompagner ici pour comprendre tous mes mécanismes à travers cette monographie qu'on a sortie il y a quelques années. Merci à Christophe qui depuis 20 ans m'accompagne aussi dans tous mes projets. Merci à la galerie Erix qui est là. Enfin vraiment merci à vous tous. Voilà, c'était un petit peu en préambule. Et toi, est-ce que tu as quelque chose à dire, Christophe ? Oui, moi je suis ravie. Déjà bonsoir à tous. Puis je suis ravie d'être là pour évoquer avec Jean-François, pour vous évoquer son univers qui est vraiment magique, extraordinaire. Marrakech, Ramakech, ça a été une découverte fulgurante. Et puis on va, au cours de cette soirée, essayer de vous exprimer, de vous montrer tout son parcours, en fait, en plusieurs étapes. La première va être de vous évoquer tout son parcours depuis l'enfance jusqu'à l'artiste qu'il est. Et puis ensuite, on va parcourir ces étapes de vie artistique, en fait. On va commencer par l'enfance et la construction de l'artiste, en fait. Donc, à travers certaines images que vous allez voir et qui sont fondatrices de son univers. Donc on commence, Jean-François, par des images de ton enfance avec ton grand-père. Oui, on voit ma mère aussi, on voit mon enfance à Ménilmontant, qui était donc dans ce quartier, et qui est un quartier que j'ai peut-être un peu idéalisé, mais qui est vraiment source
de beaucoup de souvenirs et d'inspiration pour moi. Donc c'est pour ça aussi que j'étais content d'avoir l'occasion d'y exposer cette année. Et là, vous voyez, la Maronite, c'était la carte de visite de la librairie familiale à l'époque, la belle librairie Papeterie. Et on voit donc des scènes familiales devant cette librairie à l'époque de ma petite enfance. Voilà. Ben là, on voit Jean-François qui est sur un balcon, enfant. Toute cette période, c'est un univers qui va le construire, qui va te construire. Hein, ce monde onirique que tu rencontres avec les histoires que te raconte ton grand-père, tout cet univers féerique, en fait, ce rêve qu'il t'apporte. Oui, c'est le propre de la petite enfance aussi, ouais. d'être dans un univers assez magique et qui était assez alimenté par toutes les histoires de mon grand-père. Alors, l'histoire de cette photo, on l'a voulu la mettre parce que vous verrez plus tard une œuvre qui s'en inspire à la fin une œuvre récente qui s'appelle « Range ta chambre » et vous allez la voir un petit peu plus tard, mais on voulait montrer cette photo un petit peu en clin d'œil à une image qu'on montre plus tard. Voilà, donc là on voit Ménilmontant, ça c'est ton... Oui, ça c'est entre Ménilmontant et Belleville, en haut de la rue Piat, en haut du jardin de Belleville. Et je me baladais dans ce coin-là avec mon grand-père. Et j'aime beaucoup cette image parce que j'imaginais des géants appuyés sur ces tours. Et j'aime bien le contraste entre ces cités qui sont créées dans les années 60 et où on habitait à l'époque, et le vieux Paris, le côté village qui était Ménilmontant à l'époque. Là, une image quand même assez forte aussi. Oui, ma mère la reconnaîtra parce que c'était sa chambre chez ses parents à Montreuil, chambre que j'occupais et qui était vraiment un appartement qui nourrissait beaucoup mon imaginaire, où mon grand-père me racontait beaucoup d'histoires, où dans l'armoire il y avait des livres un petit peu comme un petit peu dans l'esprit de Gustave Doré, des gravures anciennes comme ça, donc qui symbolisaient pour moi toute une image surannée d'un peu du 19e siècle. Et mon grand-père était né en 1889, donc c'était vraiment quelqu'un d'un autre siècle. On le voit d'ailleurs, ces cartes postales qu'il m'envoyait pour tous mes anniversaires, et on voit que c'est la calligraphie, le dessin, c'est quelque chose d'une autre époque. Oui, ça, je vois qu'à chaque fois que l'on a l'occasion de montrer ces cartes postales, il y a une admiration, il y a des yeux d'enfants qui regardent ces cartes postales incroyables. Et forcément, on se dit, mais évidemment, un enfant qui reçoit, qui grandit, parce que tu les as reçus jusque tard, en fait. Jusqu'à sa mort, jusqu'à tes 16 ans. Ouais. Recevoir des cartes postales comme ça, aussi bien dessinées, avec autant d'affection, on le sent, d'amour, on se dit forcément ça marque tout un univers en fait, et qu'on perçoit dans ton travail par la suite, évidemment. Donc là justement c'est la dernière carte qui pour moi est particulière parce que c'était un petit peu que je lisais un petit peu comme son départ, et puis après j'ai compris bien plus tard que c'était plus une façon pour moi de mener ma barque et ma vie. Oui, c'est ça, oui. Là, on voit quand même une image qui est très importante, notamment dans la construction par la suite d'une œuvre, qui va être la Maison de Géant. Et ça, on reviendra par la suite sur cette Maison de Géant. Est-ce que tu peux nous parler de cette image ? C'est mon arrière-grand-mère paternelle dans un village à Saint-Émilion où on passait quelques vacances chaque année. Et ça m'a inspiré un projet qu'on va voir plus tard qui s'appelle la Maison de Géant, où la chambre que j'occupais là-bas. Donc voilà. Mais on en parlera tout à l'heure. Oui, mais remarquez bien les petits tabliers parce que vous les verrez par la suite, c'est important en fait. Alors ça, on fait un peu un grand saut. Mais donc, après mon enfance, disons, j'ai grandi à Neuilly, c'était pas pour moi. J'ai idéalisé certainement Ménilmontant, et ensuite j'ai fait des études de gestion à Dauphine, et c'était pas. J'étais jusqu'au bout, mais c'était pas mon truc. Donc j'ai eu la chance d'être pris ensuite aux Beaux-Arts, et j'ai passé là-bas plusieurs années exceptionnelles parce que c'est un lieu quand même qui donne accès à beaucoup de techniques, d'apprentissage. Et ensuite, j'avais aussi une petite société à côté, et j'avais un atelier rue de Bussy, pas très loin. Puis ensuite, j'ai eu la chance je voulais absolument partir à Madrid.
parce que j'ai de la famille là-bas et j'avais vraiment un rêve d'Espagne. Là-bas, il y avait une bourse que je voulais obtenir qui s'appelle la Casa de Velázquez, où je suis parti 2 ans. Et au même moment, j'ai pu faire ma première exposition, j'ai vendu mes œuvres, j'ai eu ma première commande publique grâce à quelqu'un qui est dans l'assistance aussi d'ailleurs. Et que, vous voyez, 40 ans après, on est toujours amis et en relation. Et donc tout ça, ce sont des étapes progressives qui m'ont aidé à faire ce choix de passer, quand j'avais 29-30 ans, vraiment d'assumer ma vie d'artiste. Et en fait, ce sont un concours de circonstances qui font que ça m'a aidé à faire ces choix. Donc les photos que vous voyez, ce sont des sculptures que j'ai réalisées à la Casa Velázquez et dans l'atelier que j'ai eu ensuite dans le centre de Madrid. Pareil, là, ce sont d'autres sculptures d'animaux. On vous expliquera un petit peu pourquoi tout à l'heure, pourquoi tous ces animaux. Et là, on a voulu montrer des vues d'autres travaux que j'ai réalisés à Marrakech. Donc ça, c'est même pas mon atelier. Ça, c'est quand je suis arrivé au début, le chameau. Je suis arrivé, il y avait pratiquement rien. Et il fallait organiser la vie de cette maison familiale qui n'était pas du tout, qui était encore en travaux. Et donc j'ai été acheter une voiture pour pouvoir me déplacer. Je suis revenu avec une chamelle finalement. Donc là c'est ça parce que c'était mon modèle pour la sculpture que j'ai réalisée là-bas. C'est pour ça, c'est ce que vous voyez à droite. Et plus tard, c'est une girafe que vous voyez que j'avais commencé dans mon atelier à New York et que j'ai continué à Madrid et transporté à Marrakech, que vous verrez plus tard aussi. Ça, c'est une maison dont on va vous parler tout à l'heure. C'est une vue de la construction là-bas à Marrakech. C'est la seule que j'ai d'ailleurs en construction, en photo. On vous montre un peu l'arrière-cuisine, hein, c'est-à-dire là, c'est l'atelier en fait, hein, avec les abeilles qu'on verra plus tard. Et là aussi, Jean-François, dans son atelier. Oui, dans l'atelier à Marrakech, ça, des œuvres plus récentes. Oui. Et là, c'est l'atelier actuel. Oui. Enfin, j'ai mon atelier de sculpture et ça, c'est plus un atelier de réflexion, de dessin, où je passe la plupart de mes journées et qui est un peu suspendu. Donc, où je vois l'Atlas, les Djebilat qui sont des montagnes à l'arrière et où j'ai au premier plan toutes ces aloès, ces cactus, ces plantes qui m'ont inspiré les Hybrudus de Monte Cristo, comme des personnages muets qui m'accompagnent au quotidien. Voilà. Donc après toutes ces images, toute cette construction, tout ce parcours en fait, hein, cette petite enfance qui est vraiment très 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 importante dans toute sa création, on va passer à son travail et vous allez, j'espère, en vous remémorant toutes ces images que l'on a montrées, trouver le fil, le chemin qui a abouti à ces magnifiques œuvres en fait et à ce monde dans lequel il nous invite à projeter notre propre histoire, en fait, également. Donc, en fait, il y a une première phase de son travail que l'on peut appeler phase d'autoportrait, même s'il fait aussi quelques rares portraits de proches. Mais c'est essentiellement des autoportraits et qu'il réalise via l'animal, en fait. Bon. Et pourtant, on ne peut pas dire que tu sois un sculpteur animalier à proprement parler. Ce n'est pas tout à fait ça. Et d'ailleurs, tu me disais dans nos échanges que tu avais toujours du mal à répondre pendant un certain temps à cette question. Mais pourquoi faites-vous des animaux, en fait ? Oui, pendant 10 ans, je ne faisais que des sculptures d'animaux. Ensuite, j'ai continué à en faire, mais en faisant d'autres choses. Ça a été progressif. Et on me demandait régulièrement pourquoi vous faites des animaux. J'étais incapable d'y répondre parce que je suis citadin, j'étais pas proche de la nature, j'ai peur devant les animaux, donc c'était pas ça. Donc j'étais un peu perplexe. Mais c'était une intuition forte, il fallait que je le fasse. Donc des années après, au moment du Covid et grâce à Isabelle, on a échangé de manière quotidienne en audio, même pas en visio. Oui, c'était important pour nous de faire ces échanges en audio. Parce qu'on avait l'impression d'être très, très concentré sur le mot, l'idée, la réflexion, et ne pas se disperser sur des images, un regard, voilà. Et ça a été très, très important, en fait. Et on y a pris beaucoup de goût, en fait. À chaque fois, on avait très hâte de se retrouver pour nos échanges. Ça a été très important, en fait. Et je pense que ça a permis de construire cette réflexion de manière plus profonde, en fait.
Oui, moi je dis souvent qu'Isabelle a accouché de toutes ces idées pour moi parce que je n'arrivais pas à comprendre ou exprimer le pourquoi. Ou ponctuellement je pouvais, mais disons qu'on devait en fait créer cette monographie à l'initiative initialement d'un ami, Maxime Dufour, photographe, qui a fait les photos de la monographie, et d'un autre ami, Antoine Bouillot, qui s'est occupé de toute la direction artistique. Du livre. Et en fait, on avait ce projet de créer cette monographie qui a été ensuite éditée quelques années plus tard par les éditions Dilecta. Et on ne savait pas quelle structure mettre dans cette monographie. Au départ, moi, je suggérais que ce soit à Marrakech, puisque Christophe vous en parlera davantage. C'est un petit peu une spécificité chez moi et pour d'autres artistes. Donc, c'est un peu particulier, mais c'était aussi réducteur parce que ça ne parlait pas du reste. Et finalement, grâce aux échanges qu'on a eus avec Isabelle, j'ai réalisé que j'avais eu 4 étapes dans mon travail assez chronologiques, même si parfois il y a des allers-retours, mais il y a quand même eu 4 étapes qu'on va vous expliquer maintenant. La première étant ce qu'on a appelé les autoportraits. Et voilà, et on va vous parler des 3 autres aussi également ensuite. Alors, moi ce que j'aimerais bien que tu expliques, c'est pourquoi ces animaux disproportionnés, dans des contextes déstabilisants. Oui. En fait, j'ai certainement idéalisé ma petite enfance à Ménilmontant, et pour moi, le choc d'en partir, ça a été un peu... Je me sentais toujours en décalage à Neuilly, à Dauphine, même aux Beaux-Arts, et je ne me sentais pas à ma place dans la société, même si j'essayais à chaque fois. Finalement, ces animaux... d'aspect fragile parce qu'ils sont en papier. Les premiers étaient en papier, les suivants étaient aussi dans des aspects fragiles. Ils n'avaient pas de socle pour rajouter au côté vivant. C'est souvent des femelles enceintes pour accentuer cet aspect fragile. Ils ont un regard aussi particulier. Donc pour moi, ces animaux, c'est en cela que je ne me considère pas comme un artiste, un sculpteur animalier. Ils n'avaient de sens que quand ils étaient placés dans un contexte d'architecture ou citadin ou urbain en tout cas. Et c'était la façon dont je me sentais dans la société, c'est-à-dire un peu en décalage. Oui, tu parles souvent, tu as toujours une expression, quand tu évoques ton travail, tu dis que je me sentais comme une vache dans un salon. En fait, c'est assez... Et là, on voit dans ce travail-là du chien que tu peux expliquer à New York, là, je trouve que c'est assez... Oui. Ben, la vache dans un salon, c'est parce que c'est une vache que j'ai apportée un jour sans rien dire à mes parents. Ils ont dû l'assumer pendant un certain temps dans le salon, effectivement. Mais la série des chiens et des singes qu'on voit là, ce sont des séries que j'ai faites dans les années 2000-2004. Et c'était une époque où je m'ouvrais davantage, je sortais plus de l'atelier, je vivais à New York. Et donc, je m'approchais à des sujets qui étaient plus proches de l'humain. Les chiens parce que ce sont les animaux les plus proches de l'homme, les singes parce qu'ils ressemblent beaucoup aux humains. Donc là, par exemple, c'est une vue à Madrid, près de mon atelier. La précédente, elle est importante pour moi parce que c'était au moment de la tombée des tours. Oui, j'habitais là, sur Broadway, dans Soho, et c'était une semaine après la tombée des tours en 2001, et la rue rouvrait, donc j'ai descendu la sculpture. Donc c'est un moment qui a été très particulier pour moi, pour la ville. Et ça, c'est Madrid, le quartier populaire, le bar à côté. Donc j'ai fait beaucoup de séries de photos, et les photos m'ont permis d'ajouter par rapport à la sculpture une autre dimension de narration que ne permet pas la sculpture. C'est un médium qui est très différent de la sculpture, un médium qui permet de raconter une histoire, mais que j'ai utilisé, que je vais reprendre un petit peu peut-être à présent, mais que je préfère maintenant aborder le dessin et les dessins brodés, qui sont une pratique plus proche, plus intime, et qui permet également de raconter des histoires et d'introduire une narration. Et tes choix de mise en scène, en fait, sont intéressants aussi. Tu choisis à chaque fois... Là, on voit les orang-outans dans ton quartier de vie, en fait. À chaque fois, oui, c'est très différent parce que j'avais beaucoup de rapports aussi avec l'Institut de France à ce moment-là. C'est eux qui m'avaient envoyé la Casa Velasquez. Ils m'ont ouvert les portes de monsieur le chancelier de l'époque, Pierre Mesperge, j'ai pris en photo dans son bureau, la bibliothèque Mazarine également. Donc ça dépendait vraiment des sujets très très différents, mais toujours proches de ma vie. Alors là, on a choisi bien sûr quelques photographies. Hein. Le livre en contient beaucoup plus, évidemment. Donc on a fait un choix. Donc voilà. Là, la girafe, quand même, qui est donc la girafe, Solange.
Oui, on l'a appelée Solange, ça s'est imposé. Et en fait, j'avais commencé à la créer à New York. J'habitais un loft au dernier étage, penché. Et donc, je voulais la laisser coincée dans l'espace. Donc, elle commençait à son encolure et elle descendait comme ça. Mais quand j'ai quitté New York, je l'ai rapatriée en morceaux à Madrid, puis à Marrakech. Et puis, elle est rentrée. Là, j'avais calculé la largeur des portes et tout. Et quand tu parlais d'autoportrait ou portrait, j'ai réalisé après coup que pour moi, c'était un petit peu comme ma mère qui était un petit peu la protectrice de la maison. Voilà. Je me rappelle du moment où tu me l'as dit. Ça, oui, ça m'avait ému. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui. Et, bon, ce sont des moments touchants dans cette aventure du livre. Alors là, on arrive sur 4 images, qui sont 4 photos, qui reprennent un travail des vitrines Hermès, puisqu'on t'avait invité, c'était à la rue de Sèvres, à réaliser des installations sur 4 saisons, en fait, mais dans un même appartement, donc à chaque fois dans une pièce différente. Oui, pareil, là, j'avais aussi un peu une carte blanche, et c'était le début des vitrines d'artistes pour eux. Donc j'ai voulu montrer celle-ci parce qu'ensuite j'en ai fait beaucoup d'autres, en Asie surtout, à New York récemment. Mais ça, c'était les premières que j'ai fait pour eux pendant 1 an. Et j'aurais proposé la vitrine rue de Sèvres de créer à chaque fois une pièce. Donc c'était une salle de bain, une chambre, une salle à manger. Et, ouais, enfin bon. Voilà. Et j'ai voulu me proposer un chaos, comme ça, que chaque personne qui passe devant puisse s'identifier ou retrouver un intérieur qui pourrait être le sien, avec le chaos donc détruit par les animaux. J'ai reproduit un petit peu cette idée d'ailleurs, l'école Pierre Budin ensuite, où on m'avait invité pour détruire le bureau, l'appartement du directeur, n'est-ce pas Pierre? Donc j'ai voulu montrer cette photo parce que là on voit plusieurs animaux et c'est un petit peu une espèce d'apothéose, de chaos, quelque chose de très chaotique. Et c'est la dernière image qu'on a choisie pour illustrer ce premier thème des autoportraits. Tu aimes bien te cacher derrière les animaux pour mettre le bazar, en fait. Hein, c'est un peu ça. Hein, c'est ça. Voilà. C'est moins frontal, en fait. Hein. Donc, après cette phase de travail autoportraitique, en fait, Jean-François va se recentrer vers une période qui va être un petit peu plus rassurante pour lui. Et on va vers ce qu'on pourrait appeler donc, et ce qu'on a appelé la période d'introspection en fait. Et dans la période d'introspection, on a tout un travail qui va être relié à ses racines, à son environnement d'enfance qui le rassure. Et on va le voir sur un travail, on commence par une maison de géant. On ne dirait pas que c'est une maison de géant, là, mais parce qu'elle est travaillée sur plusieurs échelles, en fait. Tu as travaillé échelle double, échelle 3/4 et 1/5. Donc ça, c'est l'échelle 1/5. Et là, en fait, tu n'avais pas forcément imaginé de te mettre en photo dans cette échelle 1/5, en fait. C'est un peu le hasard d'une prise de vue, je crois. Oui, c'est ça. À la fin de la session de photos, je me suis dit, tiens, je vais mettre dedans. Effectivement, c'était pas prévu, mais c'est pour moi très symbolique de ce que je voulais exprimer, certainement. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai très envie de vous montrer, c'est une série de photos comme ça. Et puis après, tu vas expliquer la maison de géant un petit peu mieux. Là, vous allez voir plusieurs échelles, en fait, assez amusantes. Donc vous allez voir l'échelle 1/5, l'échelle 3/4 et l'échelle double. Donc là, on a Jean-Jacques qui est... On voit les tabliers dont tu parlais sur la photo initiale. Voilà, c'est ça. Et là, donc, on va revenir sur la maison de géant. Là, on a tout l'univers de cette photographie que nous avons vue à un moment donné dans son parcours, dans son enfance, où l'on voit son arrière-grand-mère, et où on te voit avec ton frère et avec les tabliers. Et c'est là l'origine de cette construction de maison de géant, en fait, qui est une œuvre importante quand même dans ton travail.
Oui, en fait, je l'ai appelé à tort la maison de géant parce que c'était plus facile. Mais en fait, j'aurais dû l'appeler la maison pour essayer de retrouver des sensations de 4 ans. Parce que tout est échelle double. Donc, j'ai été petit, tout me semblait à cette échelle-là. Dans cette maison, elle me semblait hors d'âge, géante. Donc, je voulais que les adultes, surtout, parce qu'effectivement, les enfants, c'est assez naturel pour eux. Ils sont, comme je disais, déjà dans un monde magique, mais les adultes l'ont perdu un petit peu. Donc, c'est plus une invitation pour eux pour retrouver ces sensations d'enfance et qu'ils arrivent dans un espace qu'ils aient à escalader le lit, la table, la chaise, comme on le fait quand on a 4 ans. Donc, ça a été la première œuvre. Ensuite, j'ai créé l'échelle 3/4 pour la chambre de ma fille, qui était accolée à mon dressing et elle passait par l'armoire pour accéder dans ma chambre. Donc moi, ça m'amusait beaucoup, mais rétrospectivement, elle m'a dit qu'elle avait très peur. Mais bon, j'ai obligé quand même à dormir là-dedans pendant longtemps. L'échelle 3/4, c'est celle de droite. Oui. Là, sur l'écran, quand vous regardez, c'est celle de droite. Ouais, c'est ça. Et puis l'échelle 1/5 comme une échelle d'une taille de poupée. Donc ce n'est jamais du Photoshop. Justement, je cherche toujours la complication à créer des choses vraiment en volume. Mais j'ai voulu, par cette série de photos, raconter comme un petit conte simple, pour troubler les visions, les perceptions. Et ça fonctionne. Ouais. Parce que à chaque visiteur, on voit le sourire, la banane, mais vraiment, c'est un régal, quoi. On retombe en enfance, on a 4 ans, c'est une vraie magie, quoi. Ça fonctionne énormément, quoi. On retrouve notre âme d'enfant, de toute façon, à chaque pas, dans chaque œuvre de Jean-François. Merci. Voilà. Donc, cette maison tu as autre chose à dire sur la maison de géant? Là, on arrive à une œuvre majeure aussi de ton travail, évidemment, la maison tombée du ciel. Vas-y, explique-nous cette œuvre incroyable. Oui, en fait, je voulais remercier ou rendre hommage à mon grand-père depuis longtemps et je ne savais pas comment. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit que j'allais lui faire... lui demander de m'envoyer la maison dans laquelle il était mort 30 ans plus tôt. Donc c'est cette maison qui est une petite maison de Charente-Maritime, une maison qui n'était pas une maison familiale. Il l'a louée avec ma grand-mère les derniers étés de leur vie, et c'est là qu'il est mort. Donc c'est pour ça que, plutôt que maison à l'envers, j'aime bien le dire qu'elle est tombée du ciel, que le moment s'est figé, et à l'intérieur, il y a... tous les meubles, tous les objets qui, comme par magie, restent figés au plafond. Ce sont des meubles, des objets soit qui leur ont appartenu, soit qui sont inspirés de la mémoire que j'ai de leur maison à Montreuil, de l'appartement de Montreuil. Et ce qui trouble encore plus aussi, c'est qu'il y a une inclinaison de 17%, 17 degrés. Et quand on rentre, on a souvent le mal de mer parce qu'on n'a plus les repères extérieurs. Donc, comme la maison de géant, c'est aussi une invitation pour perdre ses repères et être troublé. Et on a, comme pour la maison de géant, également 2 visions. Une vision extérieure sculpturale assez monumentale et une version intérieure beaucoup plus troublante et plus intime. Pour la maison de géant, ce qui était intéressant, c'est que je l'ai mise dans un coin du parc, du terrain, ce n'était pas le parc à l'époque, en me disant je ne vais pas prendre trop de place. Parce que là, on ne sait pas ce que va faire ce terrain, puisque c'était un terrain de 11 hectares en devenir, on ne savait pas encore trop comment l'occuper. Et puis contrairement à ça, la maison tombée du ciel, j'ai vraiment assumé, je l'ai mise en plein milieu. Donc, ce n'était pas prémédité pour la suite, mais aujourd'hui que le parc se crée, après 25 ans de création, je m'aperçois que tout prend un sens et elle se retrouve au centre de toutes les installations. Ouais. Oui, et tu cherches aussi à ce qu'elle soit au centre, puisque... C'était pas réfléchi, mais c'était de manière intuitive et maintenant je vois le sens que ça prend. Oui, bien sûr. Donc, il y a eu d'autres déclinaisons en fait de la maison tombée du ciel. Là, c'est une déclinaison à Lille. Je crois que c'est la première œuvre de toi que j'ai vue, d'ailleurs. Et je ne te connaissais pas encore. Et je me souviens qu'une amie est venue à Lille à cette époque-là. C'était quelle année, ça, de 2012 et je me souviens que... Donc, c'était quoi, Lille, à l'époque, c'était Lille 3000 ou Lille 3000. Et je me souviens lui avoir dit, écoute, si tu as un tout petit temps de visite...
va voir cette œuvre. C'est vraiment celle qu'il faut que tu ailles voir. Et je ne connaissais pas encore Jean-François et son travail. C'était une pure magie. Et ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois que tu crées une œuvre comme celle-ci, tu l'intègres dans le paysage local. Tu choisis une architecture locale de manière à ce que le visiteur qui habite la région s'imprègne directement de cette atmosphère et plonge et projette sa propre histoire très facilement, en fait, parce que ça devient un univers familier, en fait. Donc là, on voit Lille, mais tu as aussi fait la Défense. C'est comme un petit pavillon de banlieue, ça s'appelle la Villa Bellevue, et elle était entre l'Arche de la Défense et l'Arc de Triomphe. C'est ça. Et ça, c'est une vue intérieure, pareil, c'était le même principe d'objet accroché au plafond. Donc là, elle n'est pas sur le toit, elle est donc couchée. Donc à chaque fois, les sensations sont différentes, mais toujours très surprenantes. Et ça fait qu'à la fois, on plonge dans un univers familier et à la fois, on plonge dans un rêve, quoi, et dans cette petite enfance à chaque fois. Et donc à chaque fois, on est là, on s'émerveille, on visite, on a le sourire, on s'amuse, en fait. C'est de l'amusement dans l'art. Je dis toujours de Jean-François, quand on me demande ce qu'il fait, c'est difficile de décrire. Il est un peu difficile à classer, toi qui es son agent. Mais je dis toujours, c'est un peu le Miyazaki, le Lewis Carroll, le Tim Burton, je sais pas, des arts plastiques, en fait. C'est un mélange de tout ça et c'est une féerie à chaque fois. C'est jouissif, c'est joyeux, ça embarque, quoi. Voilà. Et alors là, dans ces œuvres-là, c'est flagrant, en fait. Là, c'est vraiment une autre œuvre de gratitude parce que, en fait, Jean-François est un artiste très réservé, mais très lié forcément à son histoire dans son travail et plein de gratitude. Ça se traduit dans son travail par la Maison de Géant, par la Maison tombée du ciel. Et là, Merci Louisette, c'est une installation extrêmement touchante quand on connaît l'histoire de cette construction. J'aimerais bien que tu la racontes parce qu'elle est vraiment touchante. Parce qu'à l'origine, pardon Jean-François, je t'interromps, à l'origine, tu avais un projet qui n'était pas celui-là. On avait un peu travaillé ensemble là-dessus, c'était pour Marseille. Et puis, ça ne s'est pas fait comme tu le souhaitais. Et ça aboutit finalement... C'est peut-être très bien parce que ça aboutit à cette construction magique. Moi, quand je l'ai visitée, j'étais dans mon enfance et j'avoue que j'avais la larme à l'œil et j'étais touchée. Je voyais ma propre enfance et mes propres souvenirs. J'aimerais bien que tu en parles, en fait. Oui, c'était la Cité Radieuse le gymnase de la Cité Radieuse de Le Corbusier à Marseille. Donc c'est un espace assez spectaculaire. Et j'avais un projet qui n'avait rien à voir. C'était le cabanon de Le Corbusier accouché sur le côté et effectivement comme une maison couchée. Et ça ne décollait pas. Et puis au même moment, j'avais perdu une grand-tante qui était très simple, qui venait d'une région de Pau, qui était seule et qui venait beaucoup avec nous au Maroc. Et donc on avait un petit peu adopté. Et à sa mort, elle nous a légué à mes frères et à moi tous ses meubles et toutes ses affaires. Tout. On ne savait pas quoi en faire. Et tout d'un coup, je me suis dit, je vais les utiliser, je vais raconter sa vie en créant une architecture à partir de tous ces meubles, tous ces objets, tout le fil à tricoter qu'elle avait utilisé. Donc, j'ai construit une énorme cabane qui est très sculpturale vue de l'extérieur et qui, comme pour les autres œuvres que je vous évoquais, et qui est un rapport très très intime quand on rentre à l'intérieur, parce qu'il faut rentrer à quatre pattes. Et à l'intérieur, tout était tapissé avec ses objets, ses photos, son fil à tricoter. Donc c'était entièrement tissé comme le fil de sa vie. Et j'y avais ajouté pour la première fois des abeilles, comme si elles étaient venues travailler un petit peu à toute cette installation. Donc ça, c'était à Marseille. Ensuite, j'en ai fait plusieurs versions, à chaque fois très différentes. Ça, c'était Galerie Mitterrand. J'avais fait comme une espèce de retable et on rentrait par les armoires et à l'intérieur, il y avait une cabane, un lit, son lit, et il y avait aussi un petit film familial Super 8 de notre enfance chez elle. Ça, c'était le précédent.
Il y a une autre dans un château près de Paris. Et ça, c'est une maison des années 20 à Bruxelles, dans le parc Tournai-Solvay. Pareil, c'est un petit peu la fin de l'apothéose de tout ce que j'avais créé pour elle. Et j'ai appelé donc cette installation Merci Louisette. On voit l'intérieur, on voit comment on y rentrait. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'intégrer tout ça, parce que tous ces 3 maisons qu'on vient d'évoquer parlent de la mémoire de mes souvenirs d'enfance, des mémoires familiales, comme la suivante qu'on va vous montrer maintenant, qui est la plus récente. Parce qu'on m'a demandé, c'était un peu un grand défi il y a 2 ans à Lille, parce que j'ai beaucoup exposé à Lille à l'occasion de Lille 3000. Et là, on m'a proposé un énorme espace, pas facile, tout en béton de 2000 m², pour créer une grosse installation en 2-3 mois. C'était vraiment un défi complexe. Donc j'ai proposé ce projet que j'ai appelé Range ta chambre. Je ne vais pas demander à mon père de dire comment il me disait range ta chambre, mais c'était plutôt range ta chambre. Voilà. Donc il a bien voulu se prêter au jeu, je l'ai enregistré. Et dans le parcours, parfois on entendait sa voix qui répétait range ta chambre. Et Et là, j'ai voulu aussi troubler les perceptions des visiteurs. Là, vous voyez le balcon que vous voyez en photo au départ à Ménilmontant. J'ai recréé notre premier appartement familial, mais à l'échelle d'une maison de poupée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une poupée de moi, de mes parents, de ma mère, de mon père en chiffon. Et quand le visiteur rentre dans cette maison de poupée, il a la taille d'un jouet, en fait, d'une poupée. Et ensuite, on retrouve cette chambre que vous voyez à droite, qui était pas exactement ma chambre, mais une chambre d'enfant que je recréais 6 fois plus grand à l'extérieur. Donc, on voit un lit de 12 mètres par 4, on passe sous une table, sous une chaise. Il y avait mon jeu de construction en bois que j'ai agrandi une douzaine de fois. Il y a des cubes, il y a un puzzle, il y a mon petit train qui était grand comme ça, que j'ai reproduit beaucoup plus grand. Et mes enfants viennent toujours dans mon atelier avec mon jeu d'origine. Ils jouent toujours avec ce jeu, d'ailleurs. Et j'ai cherché des jeux similaires, mais ça n'existe plus. Il y a bien les Capla et tout, mais c'est plus pareil. Donc, c'était des jeux que les enfants dans les années 60 pouvaient avoir, disons. Donc, c'est donc une autre installation que j'ai créée à Lille, puis que j'ai ramenée à Marrakech, et maintenant qui encadre avec la maison de Géance, la maison tombée du ciel. Ça, tu vas en parler tout à l'heure. En parlant du parc de sculpture. Du parc de sculpture. Voilà. Donc, on passe à une autre période qu'on peut appeler apprivoisement et métamorphose. Là, c'est une période pendant laquelle, après cette période d'introspection où Jean-François va un peu se recentrer sur ses origines, parler donc de tout ce qu'il a touché enfant et retrouver son enfance. Là, en fait, il va un peu apprivoiser le monde, essayer de le rendre un petit peu plus accessible pour lui. On va retrouver une période où là, il y a des animaux, mais qui sont des animaux qui vivent en société. Donc, ce sont des insectes qui plaisent, je crois, à certaines personnes dans le public. Et donc, on retrouve des animaux qui vivent en société et qui sont plutôt bienveillants, organisés. Donc, c'est un apprivoisement de la société pour toi, quelque part. Tu fais un pas vers la société. Et donc, on retrouve des installations assez impressionnantes, notamment avec les installations d'abeilles, que tu peux peut-être évoquer avec la ruche. Oui, en fait, ce sont des animaux, contrairement aux autres, qui n'ont pas d'expression, j'allais dire, humaine. C'est-à-dire qu'on ne voit pas leur regard, ils ont moins d'individualité. Pour des raisons techniques aussi, j'aimais bien les travailler parce qu'ils sont tous accrochés au plafond ou en haut des murs, et dans les maisons, ce sont toujours des espaces qu'on n'occupe pas. Donc, ça m'intéressait aussi pour ça, leur vie en société. J'ai décliné tout ce thème, en particulier au niveau de cette maison ruche, qui est une maison familiale. Tout ça, c'est à Marrakech, sur le domaine de Marrakech. Et contrairement aux autres, ce sont des maisons habitables, donc qui ont un sens pratique familial. Et chacune a un peu une identité particulière. Donc cette maison ruche, c'est la maison familiale au sens large, pas que ma famille, mais également de mes frères et surtout de mes parents. Et elle se place
sur toute une partie du terrain, et j'ai décliné effectivement tous les thèmes de l'alvéole, du miel, du champ de pollen, des abeilles, donc toute cette maison que j'ai agrandie progressivement au fur et à mesure de l'agrandissement de ma famille aussi. Donc tout est décliné un petit peu sur ce thème. Là, c'était à Tokyo pour Hermès, une vitrine Hermès sur ce thème aussi des Les abeilles. vitrines Hermès, en fait, on va les retrouver régulièrement parce que tu fais quand même beaucoup de vitrines Hermès un peu partout dans le monde. Ouais, et j'aime à chaque fois sur les thèmes que tu travailles. J'aime bien travailler ces vitrines parce que déjà l'accueil est très familial aussi de la part d'Hermès. Ils accompagnent vraiment les artistes et à chaque fois c'est une expérience nouvelle, une autre confrontation à un public. Puis tu le fais un peu comme des contes en fait, oui. C'est ça. Hein, tu aimes bien écrire une petite histoire, une micro-histoire. Une histoire assez bête, toute simple. Effectivement, on verra quelques-unes après. Et à chaque fois, ça correspond un petit peu à une étape de mon travail du moment. Une autre expression. Oui, donc j'ai créé aussi une maison. Alors ça, ce sont les fourmis sur la ruche. Elles viennent un petit peu en interaction avec les abeilles, un petit peu comme si elles voulaient attaquer les abeilles. Mais il y a aussi une maison qu'on va voir après, une fourmilière, et qui est une ruine qu'il y avait sur le terrain que j'ai voulu préserver. Parce qu'en fait, sur ce terrain de Marrakech, j'en parle pas trop parce que Christophe vous en parlera davantage, mais il y avait une ruine et j'ai voulu la laisser telle qu'elle parce qu'elle avait une histoire. On disait que c'était l'ancienne mosquée du Douar. Le Douar, c'est le village qu'on a restauré en maison. Et donc, j'ai voulu laisser en l'état tel quel, comme la mémoire du lieu, surtout que c'est un endroit apparemment important ou spirituel. Donc, j'ai voulu le laisser tel quel. Il est uniquement occupé ou parasité par les fourmis. Oui, sachant qu'il y a quand même une double signification dans ce lieu, ce côté spirituel et ce côté besogneux, en fait, qui est quelque chose qui accompagne ta vie. Tu dis que tu as toujours dit que tu étais lent, même dans ton évolution, dans ton travail, mais quand même structuré, malgré tout. Donc, et la spiritualité est un élément important dans ta vie au quotidien. En tout cas, l'intériorité, parce que toutes mes pratiques sont assez solitaires, que ce soit le yoga, la méditation, la sculpture ou la natation, sont des pratiques assez solitaires. Donc, plutôt que spirituelles, je dirais en tout cas intimes voilà, et intérieures. Alors, le petit animal suivant est un animal qui continue en permanence de t'accompagner. Un peu comme les petits cailloux, tu dis, les petits poussets, l'escargot. Comme le petit poussé, en fait, c'est un thème qui revient de manière récurrente un petit peu tout au long de mon parcours. J'ai commencé par des escargots qui étaient très différents, puis je continue par d'autres. Donc, ils jalonnent un petit peu tout mon parcours. Ils reviennent régulièrement et je les vois un petit peu comme les petits cailloux du petit poussé, effectivement. Donc ça, ce qu'on voit, c'est le studio que j'occupais quand j'étais aux Beaux-Arts, que j'ai refait ensuite. Et là, c'est cette époque-là, quand j'étais plus âgé, et dans lequel je vivais avec celui qui est devenu mon mari ensuite, et ma fille quand elle était avec moi à Paris. Et donc, je lui construisais son lit quand elle était toute petite dans la baignoire, puis sous le bureau coulissant. Et donc, elle a des souvenirs assez extraordinaires de cabane et de voir nos pieds passer et tout ça à l'époque. Alors, quand je me suis décidé à me séparer de ce studio qui était important pour moi, je l'ai réinvité à Madrid parce qu'on s'est réinstallé à Madrid. Et donc, j'ai créé un appartement des escargots avec la mémoire de l'ancien appartement des escargots de Paris. Donc, on voit des images, images de toits parisiens qui fait face au toit de madrilène. Donc, c'est juste une image qui raconte cette histoire avec les maquettes de l'appartement d'origine. Et puis, cet appartement, c'est Il y a 2 étages, en fait. Il y a un étage en dessous, là, qui est l'étage des escargots. Oui. La maison des invités, on va dire. Oui. Et puis votre étage qui est l'étage des papillons. Les papillons. Alors on a cherché longtemps cet appartement, un endroit qui est au-dessus dans le centre de Madrid. On voit la ville et c'était très important pour nous parce que pour Pascal, mon mari, comme pour moi, Madrid était vraiment une ville de découverte de nous-mêmes à tout niveau. Et une ville qui est très importante. C'est pour ça qu'on a voulu garder nos racines, enfin une attache là-bas. Et j'ai créé cet appartement. J'ai réalisé ensuite qu'il n'y avait par contre aucune trace mémorielle dans cet appartement parce que c'est un appartement de ma famille créé où il n'y a pas de photos, d'images du passé.
Et c'est vraiment le présent et l'avenir, j'espère. Et en fait, j'ai réalisé après coup que ce sont les dernières sculptures que j'ai créées ou que j'ai eu envie de créer. Et en fait, le papillon, c'est la transformation. C'est le seul animal qui, quand il meurt, devient beau, se transforme comme ça. Et depuis, je n'ai plus envie d'aborder ce sujet. Ça reviendra peut-être. Il y a toujours les escargots, mais c'est le dernier animal que j'ai créé après toute une longue période d'animaux qui symbolise pour moi cette transformation. Oui, on expliquera un peu plus tard le sujet. Et donc, on aboutit à des vitrines Hermès aussi. À Dubaï, oui. Toujours sur ce thème des papillons. Et là, on voit apparaître quand même quelques petits personnages. Oui. Et là, c'est une chasse au trésor, donc c'est très simple. On a 2 personnages qui trouvent une bouteille à la mer dans une piscine, qui ensuite, ils commencent à creuser, ils découvrent le trésor. Voilà. Toujours une petite histoire, en fait. Et maintenant, on a un sujet aussi très touchant, parce que c'est un hommage aussi à ton grand-père, à tes grands-parents. Ouais. Moi, je suis quand même parisien d'origine et j'ai eu des rapports ambivalents avec Paris, parce que j'ai idéalisé donc toute ma période jusqu'à 8 ans. Et ensuite, de 8 ans à 29 ans, en gros, ça a été un peu une lutte de moi-même, de débattre, à m'assumer, à me comprendre. Et du coup, quand j'ai quitté Paris à 29 ans pour Madrid, je suis parti un peu fâché de Paris. Et j'ai finalement mis autant pour y revenir avec plaisir. C'est-à-dire que 29 ans après, maintenant à peu près, j'ai eu envie d'avoir une attache à Paris. Et cette attache, je l'ai cherchée dans mon quartier d'enfance d'origine, qui est Belleville, Ménilmontant, près des Buttes-Chaumont. Et j'ai cherché un dernier étage avec une vue sur Paris. Mes grands-parents habitaient Montreuil, c'était également un dernier étage avec une vue, on voyait au loin le Vincennes et tout ça. Donc pour moi, il y avait une espèce de parallèle. On voyait la ville au loin, comme l'au-delà un petit peu. Et donc je me suis inspiré de cette maison vraiment uniquement d'objets et de photos que j'avais de la mémoire de cet appartement de Montreuil qui était vraiment source de magie et d'inspiration pour moi, où tout était figé et qu'on a dû démanteler malheureusement quand j'ai eu 23 ans à la mort de ma grand-mère. Et donc cet appartement, vous voyez, le peu de souvenirs que j'avais, je m'en suis inspiré en agrandissant par exemple tous les tissus ou tous les papiers peints, tous d'inspiration florale, en les mettant un peu dans chaque pièce, en réutilisant certains objets, voire en les transformant aussi. Et donc, contrairement à l'appartement de Madrid, cet appartement, il n'est que sur la mémoire, mais ça reste aussi mon appartement familial. C'est-à-dire que là, à droite, on a la photographie de l'appartement de tes grands-parents, oui, avec cette tapisserie, et que tu as réalisé en macro dans ton appartement, que l'on aperçoit un peu sur la gauche, là, dans le couloir. Et on va voir sur l'image suivante, on voit la tapisserie bleue, en fait, que tu as fait réaliser en macro aussi dans l'appartement. On voit le vaisselier que j'ai transformé aussi. Transformé, que l'on aperçoit dans voilà. Et les chaises aussi qui basculent, enfin, donc, un petit peu en dérision, mais en réutilisant et en transformant les objets d'origine. Donc c'est l'appartement mémoire, là. Oui. Mais habitable également. Habitable. Parasité par des escargots. Oui, qu'on retrouve à chaque fois, les escargots, mais maintenant ils sont un peu différents. Oui, pourquoi ils sont différents ? Justement, c'est lié à la transformation progressive aussi. Donc là, on les voit un petit peu parasitant l'ensemble. Ils ont de différentes tailles et ils se baladent un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, comme ces cailloux de petits poussés qu'on essaime comme ça et qui font le fil de la vie. Ils deviennent plus colorés aussi. Donc on arrive maintenant à une période qui est la libération, c'est-à-dire qu'on se libère d'un cadre, d'une architecture, on s'envole un peu, ou bien on est sous terre, mais on n'a plus l'architecture, on n'a plus le cadre, on s'éloigne des animaux aussi. Il y a un peu moins ou alors s'ils sont là, ils sont un peu figurants peut-être, mais ils ne sont pas l'objet de ton travail en fait. Et arrivent donc les Nanitos, et on se rapproche progressivement donc de ce qui a été la carte blanche. Là, on arrive dans cette construction-là, artistique. Donc là, nous sommes à Marrakech. On a la maison de géant, que vous pouvez apercevoir, le jardin devant. Alors déjà, pour arriver à la maison de géant, on a un labyrinthe. Oui,
On a 2 labyrinthes en fait. Deux labyrinthes. Il y a une espèce de fosse devant parce que comme on change de dimension, et pourquoi ces labyrinthes en fait? Pour justement ne pas arriver, on change de dimension, il ne faut pas y arriver d'un coup. Donc devant il y a une fosse, on ne peut pas passer, et soit on y accède par un labyrinthe d'olivier, soit par une espèce de forêt de bambou de l'autre côté. Et justement, c'était pour ce côté ludique et complexifier l'accès pour que ce ne soit pas quelque chose d'évident et qu'on ait le temps de faire cette transformation progressive de la perception. Toujours ce côté facétieux, en fait. Hein. Tu aimes bien nous balader, en fait. Tu aimes bien le jeu, en fait. Je rajoute quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, moi, au tout début, quand j'étais au lycée, même, j'avais donc cette professeure qui avait senti que j'avais peut-être quelque chose à exprimer. C'était mes seuls moments de la semaine où vraiment je me sentais en sécurité de pouvoir m'exprimer librement et tout. Et à l'époque, je faisais des espèces de collages, de peintures, de matière. Et à chaque fois, je faisais un cadre avec des formes qui sortaient. Donc j'avais déjà ce cadre et cette envie d'en sortir. Et pour moi, il y a toujours une forme de cadre, de nécessité de cadre, que ce soit l'architecture ou l'appartement quand il y avait les animaux à l'intérieur, que ce soit la mémoire quand j'allais chercher dans les maisons familiales, que ce soit ces maisons que j'ai créées de vie. Mais là, effectivement, grâce notamment à nos échanges après le Covid et à cette transformation, je me suis senti affranchi par cette compréhension de ces cadres qui m'attachaient. Et j'ai pu créer des œuvres qui n'ont pas besoin d'un contexte qui les fige, disons. Donc les Nanitos, qui sont les premiers, sont beaucoup plus libres et correspondent plus à ma nouvelle étape de vie. Et peut-être tu peux expliquer le terme Nanitos, ça vient d'où? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, absolument. Quand ma fille était petite, je racontais des histoires et je lui disais qu'il y avait des personnages qui couraient très vite à Marrakech et qu'il y avait des trous sous les palmiers. Je l'emmenais voir les trous sur les palmiers. Elle croyait donc qu'il y avait un monde souterrain. En espagnol, on dit enanitos. Mais c'est difficile à dire pour une enfant, donc elle disait nanitos. C'est resté comme ça. Et en fait, j'ai laissé cette histoire, ma fille a grandi, et puis quand j'ai eu la chance de pouvoir agrandir ma famille et que mes autres enfants sont nés par GPA aux États-Unis, donc pas un processus assez long et pas spontané, disons, j'ai repris ce thème et j'ai fait naître les Nanitos dans le potager en même temps que ce processus de naissance de mes enfants. Donc c'est pour ça que la première expo qu'on a fait, Galerie Eric, j'ai voulu l'appeler Comment naissent les Nanitos. Et cette galerie qui est magnifique depuis l'extérieur, on voit une grande vitrine et on voit un sous-sol. Donc j'ai voulu montrer, suggérer le potager et on voit les Nanitos qui poussent et une grande échelle qui traverse ces deux niveaux. Voilà. Donc là, c'est le potager. Il y a toujours maintenant vraiment une interaction dans le parc. C'est-à-dire comme dans ma vie ou dans mon travail, on ne passe pas forcément toujours d'une étape à l'autre. Il y a toujours des liens. Donc là, les Nanitos, ils sont dans le potager. On voit ils accompagnent le cheminement vers la maison de géant. Donc tout a un lien, en fait. Voilà, il y a une partie après du potager qui est une oliveraie qui était là à l'époque. Et c'est là où ils poussent et où ils naissent et où, quand ils deviennent adultes, ils s'occupent des petits. Là, c'était à Shanghai, toujours pour Hermès. J'ai voulu suggérer une histoire. Donc là, c'est en petit, mais c'était des grandes vitrines. Et les Nanitos commencent à être sous terre. Puis il y a d'autres vitrines qu'on ne voit pas où ils commencent à monter. Puis ensuite, ils arrivent sur le potager. Donc comme une espèce de petit conte simple. Ça, c'est l'expo dont je vous parlais, Galerie Eric, c'est comme on a les Nanitos. Et ça, j'ai voulu mettre cette image pour reparler un petit peu des dessins brodés. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La sculpture, c'est très bien, mais une fois qu'elle est réalisée, elle ne m'appartient pas. Je veux dire, chacun est libre de se l'approprier ou d'interpréter ça comme il le souhaite. Et j'ai toujours eu envie de compléter ça par des histoires suggérées ou racontées. Donc la photo est un médium utile pour ça, mais assez froid. Et j'avais depuis longtemps envie de revenir vers quelque chose de beaucoup plus intime et plus subtil. Et j'ai mis le temps parce que je suis très à l'aise dans les grandes constructions, mais j'avais très peur de me retrouver tout seul avec de toutes petites choses à faire. Donc j'étais très content et très fier d'être parvenu à ça par des œuvres qui sont beaucoup plus petites, que je présente aussi un petit peu comme un puzzle, un petit peu comme un jeu. Chacune vit de manière autonome, mais ensemble, elles racontent une histoire. Donc là, les Nanitos, sous terre, sur terre, la maison, etc. Il y a 25 ou 30 dessins comme ça qui racontent cette histoire. Juste pour l'anecdote aussi, j'ai voulu me remettre à la broderie
en 2017, je crois, et mon frère m'a montré une carte de visite de mon grand-père qui datait de 1917 et où il est écrit qu'il était dessinateur en broderie. Donc ça m'a fait aussi écho par rapport à tout ça. Il y a une filiation quand même dans tout ça. Là, on est sur une exposition qui s'est faite à Lille, je crois. Donc, la maison de géant, le Maxitos qui apparaît. J'aimerais bien que tu dises un mot sur le Maxitos. Oui. Alors, j'ai recréé une maison de géant à Lille, dans une de leurs éditions de Lille 3000. Et j'y ai intégré le Maxitos parce que j'ai réalisé que c'était tel que je voyais mon père, comme un géant un peu absent parce qu'il était très occupé. Et j'avais un petit peu ces deux modèles masculins finalement dans mon enfance. C'était mon grand-père qui était très présent, mon père qui l'était moins, mais qui m'a aussi beaucoup inculqué d'énergie, de positif, d'entreprendre, de méthode et tout ça. Donc j'ai réalisé après coup que la maison tombée du ciel était un hommage à mon grand-père, mais que la maison de géant était sans doute un hommage à mon père puisque c'était la maison de sa grand-mère. Et donc j'ai voulu créer ce Maxitos qui est un petit peu un clin d'œil pour mon père. Et ce Maxitos qui est revenu à Marrakech, qui a été exposé là à Reims, à Pommery, et qui était acheté maintenant là-bas. Donc il reste là-bas, mais je vais lui refaire un nouveau Maxitos un peu différent pour Marrakech maintenant. Là, c'est toujours l'exposition de Lille. Et on a donc à Lille, on avait le Maxitos, la maison de géant, les Nanitos et les Minitos. Oui, ça c'est des petits personnages qui sont sortis du potager, donc ils ont des têtes de légumes et ils peuvent vivre de manière autonome. C'est ce qu'on a fait Galerie RX, où ils ont été présentés de manière beaucoup plus neutre, comme dans un white cube comme ça. Mais là, j'ai voulu vraiment jouer avec l'Hospice Comtesse, c'était la salle de réfectoire de l'hospice. Donc il y a une histoire qui est très chargée. Donc j'ai recréé une table que les Nanitos viennent chahuter aussi. Voilà, certains détails de tout ça. Ils ont été très déclinés à Lille par plein d'écoles qui ont fait des œuvres à partir de ça. Et on l'a retrouvé sur la gare du Nord en géant, en couverture de Beaux-Arts Magazine. Donc il a vraiment été très décliné, ce petit personnage rouge en particulier. Et donc il a bien bougé, bien voyagé. Alors là, on est sur le thème de la carte blanche. Ouais. Donc c'était Oui, alors je salue Christine et Jean-Marc là-bas, qui m'ont invité à créer de nouvelles œuvres dans le parc du château de Fontainebleau. Et donc j'aurais proposé de créer 3 personnages, Mr. et Mrs. Palm, là, que vous voyez là, et un monsieur Buisson, qui n'est pas en photo, qui a tête de palmier, tout ça. Donc c'est une nouvelle étape que j'ai amorcée dans mon travail, que j'ai déclinée donc ensuite. Et ils ont été très heureux, je crois, à Fontainebleau quelques mois, même si l'installation était compliquée, sous la pluie, sous un parapluie, par WhatsApp et tout ça. C'était amusant. L'autre à côté, c'est une autre vue cet été à Nantes. Alors on voit quand même une évolution depuis les Nanitos. Oui, les Nanitos étaient quand même, avaient au départ comme un uniforme neutre en fait. Et puis une tête de courge. Bon. Après, on a vu des petits, des vêtements un petit peu plus marqués. Et puis maintenant, on arrive quand même à des costumes, quoi. C'est vraiment là, il y a une mise en scène, il y a une époque, on a l'impression que tu avances dans une histoire que tu racontes en fait. Mais absolument, mais avant de ça, je voudrais juste signaler aussi quelque chose, que je le fais grâce à des gens avec qui j'ai une relation vraiment particulière maintenant et qui ont un savoir-faire très particulier. Alors, en l'occurrence, pour les vêtements, il s'appelle Philippe Forestier, c'est quelqu'un qui est très complémentaire, très créatif et qui s'occupe de tout à Marrakech maintenant et qui est vraiment un vrai partenaire dans ma création. Qu'on a vu dans le film, je crois, au début du film, quand tu parlais, il me semble. Et c'est vrai que j'ai un rapport très particulier, unique avec lui par rapport à ce processus de création, où il m'apporte vraiment une complémentarité, notamment au niveau des vêtements, qui me permet d'aborder aussi cette richesse de matière. Et aussi une autre personne qui s'appelle Christophe Chabonnet, qui vient du monde du cinéma et qui a aussi un niveau de technicité incroyable qu'on n'a pas quand on a avec l'apprentissage aux Beaux-Arts.
Donc, ce sont deux personnalités aussi, deux rencontres qui font que je peux me permettre aussi d'aborder des techniques que je n'aurais peut-être pas osé aborder sinon. Ouais. Et c'est vrai que les hybridus, là, je sais pas, là, ça a été vraiment, on s'est vraiment bien amusé, quoi, pour ça. Et en fait, récemment, j'ai été interviewé, et en parlant des hybridus, j'ai réalisé que je parle souvent des contes de fées que j'évoque avec mes enfants. On a parlé du Petit Poucet, là, mais j'ai réalisé que c'est un petit peu comme la Belle au bois dormant. Alors, je ne sais pas qui est la Belle au bois dormant, mais en tout cas, elle s'endort. Il y a une fée qui vient endormir tout ça pendant 100 ans. Et ces personnages, ils vivaient il y a 100 ans, à l'époque de mes grands-parents. Donc, j'aime bien l'idée que 100 ans après, ils vont peut-être se réveiller ou ils sont présents. Mais j'ai bien aimé ce parallèle avec l'histoire de la Belle au bois dormant. Là, on voit un personnage qui est important pour toi, là. Parce que oui, là, pareil, j'étais invité à Nantes, au voyage à Nantes là, cet été, pour créer, outre les personnages que vous avez vus dans l'hôtel de Châteaubriand-Briord, là, ça c'est Place Royale, donc en plein cœur de la ville, et c'était aussi un défi parce que c'est monumental et on avait peu de temps, et je voulais aussi aborder le vrai vivant, donc... J'ai proposé de faire un enfant géant qui est un peu mon autoportrait de Range ta chambre. D'ailleurs, maintenant, il est dans Range ta chambre à Marrakech. Et je l'ai habillé comme ça, en pyjama, avec une vraie tête de palmier. Là, on est à la carte blanche. Là. Ouais, alors, je crois que tu en as déjà bien parlé, déjà. On fait un petit rappel. Voilà. Alors, je crois que tu as bien décrit tout ça. Une vitrine Hermès. Oui, celle-ci, c'était à Taipei, à Taïwan, en mars dernier. C'était les 100 ans d'Hermès. Donc j'ai voulu un petit peu chahuter l'immeuble emblématique de la rue Saint-Honoré, de Faubourg Saint-Honoré, par ces personnages plantes. Parce que au faubourg, ils ont une terrasse arborée avec l'histoire d'un petit pommier. Enfin, ils ont toute une histoire. Donc j'ai voulu recréer des petits hybridus qui, pareil, venaient un petit peu chahuter tout ça. Et ça, c'est la dernière vitrine que j'ai créée en août dernier à New York et qui aborde un petit peu un nouveau sujet qui vont être des personnages à tête de choses marines qui ne sont pas évidentes. Je ne veux pas qu'on retrouve des poissons. Ce sont des personnages marins, en fait. Et je suis en train de travailler dessus. Donc ça, c'était un peu des premiers personnages assez simples. Ceux que je suis en train de travailler vont être plus sophistiqués, notamment au niveau des tenues. Et voilà, mais là, ça regroupe plusieurs sujets dans mon travail, le côté appartement à l'envers. C'est aussi un clin d'œil aux premières vitrines Hermès que j'avais créées. J'avais fait une salle de bain aussi, avec un cheval dedans. Donc là, j'ai voulu la recréer à l'envers, comme ça. Alors, bon, vous avez vu tout un parcours, pas mal d'explications probables de ce qui a abouti à cette magnifique carte blanche réalisée. Maintenant, on va partir sur Marrakech. Et puis après, vous pourrez poser à Jean-François des tonnes de questions, parce que je pense que vous en avez beaucoup, sur cet univers incroyable, onirique, qui nous fait rêver tous, quoi. On a 4 ans, on est haut comme 3 pommes et on y est, quoi. Donc voilà, donc maintenant, la parole à Christophe. Oui, pourquoi pas. Voilà. Ah oui, je veux bien que tu laisses celle-ci. Okay. J'en parlerai tout à l'heure. Donc je pense que le dialogue entre Isabelle et Jean-François a bien montré qu'il y a eu une évolution dans ton travail ces 30 dernières années. Et je voulais le mettre en avant à travers 2 œuvres qui sont pour moi emblématiques. Parce que je pense qu'on est passé d'une œuvre qui était plus tournée vers l'intérieur, la solitude, l'introspection au départ, à une œuvre plus lumineuse, plus universelle et plus tournée vers l'extérieur. La première œuvre pour moi emblématique, c'est Merci Louisette, dont vous avez pas mal parlé. Donc cette cabane qui était traversée dans tous les sens par des fils, ou plutôt de la grosse ficelle, et qui était en quelque sorte les fils de ta mémoire, celle de ton enfance, celle des souvenirs, et qui nous guidait et nous perdait à l'intérieur de l'installation. Vraiment, Merci Louisette, c'est un peu la synthèse de tout ton travail à l'époque, je dirais. C'est-à-dire que c'est une maison
il y a les objets meubles à l'envers ou à l'endroit, de la ficelle et de la filasse, qui étaient emblématiques de tes premières sculptures, puisqu'elles étaient toutes réalisées en ce matériau. Et on trouve aussi les sculptures animalières qui sont là, pas en tant qu'animaux propres, comme tu le disais, mais en tant qu'éléments perturbateurs d'une installation ou d'un décor. Et cette œuvre charnière, donc en 2014, tu l'as ensuite exposée sous différentes formes dans plusieurs institutions ou galeries, a été l'aboutissement d'un processus et qui a évolué vers une nouvelle période dont la concrétisation a été la naissance des Nanitos en 2015, je crois, non, 2015-2016. Et ces personnages sortis de terre ont trouvé leur chemin vers l'extérieur, vers la lumière, et l'œuvre elle-même est devenue plus lumineuse, festive et colorée, même si on retrouve toujours cette fragilité inhérente à ton travail. Et d'ailleurs, une des œuvres qui a été régulièrement montrée, Range ta chambre, que tu avais fait pour Lille, est assez emblématique de ça. Les meubles de géants qu'on y voit, à une époque, ça aurait été quelque chose de plus introspectif, voire torturé. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de coloré, joyeux, léger et en même temps sérieux. Et je dirais que d'une manière générale, j'ai l'impression que les thématiques liées au travail de Jean-François, tout en restant personnelles, sont devenues plus universelles, comme le thème de la naissance, qu'on retrouve beaucoup dans les Nanitos. D'ailleurs, tu évoquais que la première exposition à la galerie Eric s'appelait « Comment naissent les Nanitos ?» qui fait aussi écho à la naissance de tes enfants, mais aussi le thème de la nature, qui est intrinsèquement lié à l'humain. Et c'est ainsi qu'on a ces personnages avec des têtes de légumes ou de plantes qui font aujourd'hui écho à la fragilité de notre monde et en quelque sorte à son universalité aussi. Et ce côté vers l'extérieur, lié vers l'extérieur, se concrétise aujourd'hui avec Ramakesh, dont vous voyez ici un dessin brodé réalisé par Jean-François, qui est le parcours du parc de sculpture. Donc c'est un projet ambitieux qui a pris forme petit à petit, car il y a 25 ans, si je ne me trompe pas, lorsque tu as commencé, tu n'avais pas l'idée d'un parc, d'une œuvre globale telle qu'elle existe aujourd'hui. Il existe d'ailleurs, plusieurs artistes ont réalisé des parcs de sculpture. Par exemple, on peut parler du Jardin des Tarots de Niki de Saint-Phal. Mais ce sont des œuvres, ce sont des parcs souvent thématiques. Alors que ton parc de sculpture englobe toute ton œuvre, du début jusqu'au futur. Donc d'abord, la propriété qui fait 11 hectares, Jean-François a transformé ce qui était un ancien village, un douar, si je ne me trompe pas, c'est ça, en une grande maison où chaque pièce avait un thème animalier différent. Puis à cette première, vous l'avez vu d'ailleurs avec la girafe, il y a un dromadaire, il y a des singes. Puis à cette première maison est venue s'ajouter quelques années plus tard une deuxième maison sur le thème de la ruche, qui est devenue la maison familiale, donc dans laquelle on trouve des abeilles, des alvéoles, des pots de miel, des apiculteurs. En parallèle, la moitié du terrain a été réservée pour les sculptures qui ont vu le jour au fur et à mesure pour finir par devenir un parc de sculptures avec un vrai parcours qu'on revoit, voilà, qu'on voit ici. Je crois qu'il y a une autre photo après. Parce que ça, c'est tout le terrain. Tout le terrain, ouais. Et où il y a un gros plan sur une partie du parc. Et le terme même de Ramakesh, je vais y arriver, est un clin d'œil à l'enfance, car ton fils n'arrivait pas à dire Marrakech, et à chaque fois il disait Ramakesh, et du coup ce terme a été gardé comme titre pour le parc, qui a ouvert là en novembre dernier. Les premières grandes sculptures, c'était les éléments de la maison de géants, donc des meubles monumentaux que tu as créés à partir de 2001-2002. Puis est apparue la maison de géants en 2005. Et ensuite, en 2008, cette fameuse maison tombée du ciel, qui est au centre du parc et qui est maintenant encadrée par la maison de géants et par Range ta chambre.
Le parc ne cesse d'évoluer. Il y a eu ensuite la fourmilière. Il y a eu une serre avec tous les papillons qui a été créée récemment. Et en 2015-2016 sont apparus les nanitos qui ont poussé dans le potager d'abord. Et petit à petit, ils ont pris un peu, on va dire, le pouvoir dans une partie du parc. Ils se promènent un peu, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits. Et c'est eux qui ont donné naissance à une nouvelle famille qu'on a appelée les hybridus, dont vous voyez ici une variante qui a été exposée à l'espace Monte Cristo. Et les prochains hybridus seront ceux à tête d'éléments marins. Je crois que les dernières sculptures qui ont aujourd'hui rejoint le parc, c'est l'installation Range ta chambre. Et notamment l'hybridus enfant géant qu'on a vu. Il fait combien de mètres d'ailleurs cet enfant géant? Je ne sais plus. Tu sais plus. Bon. Donc voilà, ils sont venus s'installer définitivement à Marrakech. Mais le parc, de toute façon, est amené à évoluer, puisqu'il y a déjà des nouvelles œuvres en cours de préparation, des hybridus, qu'on va dire, en mouvement, qui font dit de la route de Fès, parce qu'ils font référence à des personnes qui circulent et qui travaillent tout le long de cette route de Fès. Et donc, prochainement, l'année prochaine, vous découvrirez ces personnages à tête de plante aussi, sur des mobylettes, en train de tenir une échoppe, en train de faire du commerce. Voilà, donc le parc est une œuvre totale, architecturale, animalière. C'est une expérience immersive. Et je suis sûr que dans le futur, il y aura de nouvelles belles surprises. Alors maintenant, c'est votre moment. Est-ce que vous avez des questions pour Jean-François ? Bonsoir. Si je comprends bien, Montreuil, Madrid, Manhattan, Le Marais, Ménilmontant, Marrakech, et maintenant la mer, est-ce que tu trouves à t'exprimer dans des endroits où il n'y a pas un M ? Ou est-ce que c'est ce que tu aimes ? Non, mais tu as raison, Mathias, parce qu'à un moment, tu le sais très bien, il y avait aussi Mandrim à Goa. Mandrim. Donc tout commençait par Ma. Donc il y avait ce côté Ma, il y avait Manhattan, Le Marais, Madrid, il y en a Malasaña où j'habite maintenant aussi. Donc tu as raison. Mais en fait, tu parles de la mer. Effectivement, les lieux ont de l'importance pour moi, pas simplement dans la mémoire, mais les endroits où j'habite. Donc j'étais très citadin avant. Je ne le suis beaucoup moins maintenant. Et Marrakech était vraiment un lieu de travail pour moi, un lieu de famille aussi, enfin, un lieu de vie très active. Mais finalement, l'endroit où je me ressource le plus, c'est au bord de la mer. Donc il y a des endroits spéciaux pour moi. Il y a Saint-Sébastien, il y a Goa, maintenant il y a Patmos. Et ce sont des moments très particuliers où j'aime aller réfléchir à certains projets. En fait, c'est là où je développe des projets plus intimes. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si ce terme de mama reste, mais en tout cas, les lieux, la mer en particulier, sont des lieux très importants pour moi. Ouais. Il y a une autre question là-haut. Moi, je voulais en savoir plus par rapport au processus de création pour les pièces comme les escargots, les papillons, les fourmis, les abeilles. Comment est-ce que vous les construisez de toutes pièces ? Ouais. Alors, j'aime pas faire de projet au départ. J'aime pas dessiner ou faire des maquettes parce qu'après, j'ai plus envie de les réaliser. Donc, je fais toujours d'abord le plus gros. Donc, que ce soit les architectures ou je reviens même pour des maisons, par exemple, je fais les maisons géantes et ensuite, j'en fais des maquettes plus pour jouer ou raconter l'histoire. Si je commence par la maquette, j'ai plus envie de faire le grand. Donc, c'est un peu pareil pour toutes les sculptures d'animaux. C'est toujours d'animaux et de nanitos maintenant. C'est toujours des processus lents. Généralement, je m'aperçois entre 15 et 25 personnages ou sculptures à chaque fois, qui sont toujours des pièces uniques. Et ça me prend toujours, chaque sujet, 2 à 3 ans. C'est peut-être pour ça que je disais que j'étais assez lent. Maintenant, je suis plus rapide parce que je comprends plus mes processus, je pense. Mais à chaque fois, c'est des processus très lents et très complexes, en tout cas qui se complexifient de plus en plus avec le temps.
Donc peut-être aussi grâce aux rencontres que j'ai pu faire. Donc je parlais tout à l'heure de 2 personnes avec qui je travaille, où la technique, c'est un petit peu un défi avec moi qui me fait aller plus loin dans la sculpture. Donc je tâtonne en ce moment pour les personnages marins, je fais plein d'essais, je pars, je reviens. J'ai fait des corps complètement déformés, par exemple, en ce moment, et je revenais à un corps un peu plus humain pour trouver une limite, justement, pour pas tomber dans le monstre, pour rester proche de l'humain, mais dans l'ambiguïté encore. Donc, je tâtonne beaucoup, mais je travaille toujours à l'échelle que je veux travailler. Et au niveau de la technique, ensuite, je passe beaucoup par des modelages, moulages, donc des techniques assez traditionnelles que j'ai même appris aux Beaux-Arts. Et ensuite, je travaille aussi comme en pièces détachées. Je les assemble, je les rassemble pour faire des pièces différentes. Donc voilà, c'est un petit peu commun à toutes les œuvres que je réalise. Dans ton travail, tu as évoqué, tu disais que tu n'aimes pas montrer la peau déjà. Je reviens un peu sur la fabrication, tout ça. Tu n'aimes pas montrer la peau. Et on ne voit jamais. Oui, pour moi, tout est dit sinon. Donc, Ouais. je sais pas, je pourrais très bien, avec les techniques que j'ai à présent, faire des personnages très réalistes, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne veux surtout pas montrer la peau de l'humain. J'aurais l'impression de perdre cette ambiguïté que je recherche et dans laquelle je me trouve à l'aise. Est-ce que moi, je peux poser une dernière question? Je suis sur scène. Non. Alors, moi, j'ai vu... donc, j'étais... la collection, on vit à l'Espace Monte Cristo et hors les murs. C'est l'occasion d'en parler. Et à l'occasion de l'île 3000, une pièce de Kate Magoyer a été prêtée à l'Hospice Comtesse, où tu présentais... le Maxitos, c'est la maison du géant, les Minitos, les Anitos et compagnie. Et alors, moi, j'ai vu une visite de presse, du coup, étant donné qu'on prêtait l'œuvre, et j'ai vu des journalistes, alors Le Gratin, France Inter, et beaucoup qui retombaient en enfance instantanément dans cette maison, et qui me demandaient, on ne se connaissait pas, de lui prendre en photo, et c'était là, prenez-moi en photo dans cette... Et donc, c'était drôle de voir des gens qui peuvent parfois être un peu guindés, un peu sérieux, d'un coup, arriver sur cette installation et être « Oh là là, prenez-moi en photo, je veux capturer cet instant ». Comment est-ce que tu cherches ta magie? Tes sources d'inspiration, elles sont de la vie quotidienne, mais tu parles beaucoup des contes ou de tes enfants. Est-ce que tu as, je sais pas, est-ce qu'il y a des moyens pour arriver à cet émerveillement? Non, pour moi, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, de manière intuitive et impérative. Donc, je devais réaliser ce que j'ai réalisé sans forcément le comprendre sur le moment. C'était des espèces d'intuitions que j'ai compris progressivement. Et donc, ça s'impose à moi un petit peu. Et après, ça prend son sens. Et c'est vrai que le fait d'être papa de jeunes enfants, d'un papa tard, me remet dans ce contexte d'enfance ou d'innocence et me nourrit aussi chaque jour, c'est certain. Donc, il m'inspire beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est... je rebondis sur ta question, c'est-à-dire que moi, j'ai ressenti une forme d'admiration sur son approche artistique, parce que je me disais, mais comment est-ce qu'on peut garder cette âme d'enfant? On a tous envie de garder cette part d'enfant, mais on est contraint par le quotidien, par des conventions, par tout ça, de l'enfermer un petit peu ou de le garder un peu profond. Mais lui ose le traduire et nous embarque en plus. Et je me disais, quand j'ai découvert son travail, mais comment est-ce qu'on peut garder cette âme d'enfant à ce point? Picasso disait, on apprend, puis on passe sa vie à essayer de déconstruire ce qu'on a dû apprendre. Lui garde cette fragilité qu'il transmet, qu'il traduit, sans aucune, presque sans filtre. Et c'est très touchant, en fait, c'est très émouvant. Voilà, j'ai rebondi sur ton propos. Merci. Ouh, il y a des questions qui se réveillent. Ce que vous appelez ce retour à l'enfance, moi j'appelle la poésie. Et je trouve que vous avez vraiment l'art d'habiter la ville, la grisaille de la ville avec la poésie. Merci beaucoup. La dernière pour la route, et après, on se dira au revoir. Moi, je voulais savoir, quand vous faisiez des œuvres qui étaient du coup exposées au public, pendant le processus de construction, par exemple la maison dans le parc à Bruxelles, est-ce que la construction se fait devant le public ou est-ce que vous fermez la zone du parc
pour éviter les curieux? Comment ça se passe? Oui, on le fait évidemment en même temps que le public, mais on est quand même plus ou moins protégé, il y a des barrières et tout ça. Mais oui, non, le public est autour et tout. D'ailleurs, pour cette maison, moi j'avais mon fils de 1 an qui commençait à marcher, donc il a fait l'installation avec moi. Et pour l'inauguration, il était avec moi aussi, donc c'était assez drôle. Donc il y avait vraiment une interaction de tous les âges et de tout le monde qui passait. J'étais avec la poussette, les gens étaient autour aussi. Donc il y a une interaction avec le public aussi pendant le montage, oui, même s'ils ne peuvent pas passer dans l'installation. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous d'être tous. venus ce soir. Merci à vous. On a été bavard. C'était bien. Alors, on a quand même amené des monographies de Jean-François ainsi que des catalogues de l'exposition. Si vous vouliez un moment avec Jean-François pour une signature, c'est le moment. Voilà. Et à bientôt à l'Espace Monte Cristo, bien entendu. Merci.